Constitution de 2006. Voilà. Il fallait la réviser. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans comment on dit, le processus formel de l'éclosion de cette norme, il y a eu un Sénat composé en majorité des belligérants qui a adopté le texte, qui a élaboré le texte, qui l'a envoyé à une assemblée aussi des personnes cooptées, et finalement le peuple l'a pris. Et donc l'Église catholique disait qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier. Mais maintenant, il y a eu, et j'ai eu la chance après d'être au Parlement, le 6 décembre 2007, le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, dit que je ne peux en finir avec les réformes juridiques sans nous mettre tous en garde contre la tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc déjà, entre 2006 et 2007, il y a eu une contradiction. Il y a déjà eu des velléités de révisionniste de la Constitution. Et je vous signale qu'à l'époque, le professeur Tshibangou Kalala avait réuni une assemblée générale des députés qui étaient favorables à la révision d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Là, le 20 janvier 2011, il n'y a eu que 8 articles qui ont été revus, mais à l'époque, quand nous entrions à l'Assemblée nationale, il y avait déjà les articles 10, par exemple, sur les questions de double nationalité. Il y avait plusieurs articles qui avaient été ciblés à être revus, et c'est ça la réponse, une réponse conjoncturelle, bien sûr, qui a été donnée par le chef de l'État dans le discours sur l'état de la nation. Vous pensez que la Constitution de 2011 est plus efficace que celle de 2006 par rapport aux problèmes évoqués dans la Constitution de 2003? Bon, je rends un témoignage parce que j'ai été dans la commission qui a mené la révision de la Constitution de janvier 2011 pour dire qu'on a observé le fonctionnement des institutions. Et il a été observé le fonctionnement des institutions. Et quand vous regardez les dispositions qui ont été revues, vous voyez par exemple l'article 71 de la Constitution. À l'époque, j'ai encore la Constitution non revue, non révisée, et la Constitution révisée, je les ai ici. L'article 71 de la Constitution disait à l'époque qu'on devait organiser les 2 tours des élections dans les 15 jours. Dans les 15 jours entre les 2 tours des élections présidentielles. Mais il s'est fait que la CENI avait dû saisir la Cour suprême de justice à l'époque, en 2006, pour demander l'avis de la Cour suprême de justice, parce qu'elle était incapable d'organiser les 2 tours des élections dans les 15 jours. Et la Cour constitutionnelle avait répondu pour dire que les 15 jours commenceraient à courir après la proclamation des résultats provisoires du premier tour. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation, mais l'article 71 a dû être révisé et du coup, ce problème de l'entre-deux tours a été réglé et on est arrivé au scrutin à un tour pour des raisons également d'économie et tout ça. Et c'est une pratique qui est connue aux États-Unis où on fait les élections à un tour ou encore dans d'autres pays de l'Afrique australe. Vous avez les dispositions relatives aux assemblées provinciales et au gouvernorat. On s'est rendu compte que les gouverneurs et les assemblées provinciales étaient totalement détachés comment on peut dire, d'une ligne de contrôle de la part du garant de la nation, donc l'article 69 de la Constitution. Et il y avait justement un hiatus entre le contrôle du gouvernement central et le contrôle du gouvernement provincial. De sorte qu'il ne fallait attendre qu'une motion de censure pour assurer, entre guillemets, une procédure disciplinaire pour un gouverneur. Et on a eu comme ça la paralysie du gouverneur de la province de l'Équateur. On a eu la paralysie de plusieurs provinces, au Kasaï et tout ça. Et il a fallu donc s'assurer que dans le fonctionnement régulier des institutions, le garant de la nation pouvait être en mesure, en cas de conflit persistant entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, de pouvoir trancher. Il y a eu également, je ne vais pas parler de tous les articles, il y a eu également la révision portant sur l'ouverture des crédits provisoires. Il y a eu la révision sur
la question du référendum. Ça veut dire, quand on regardait l'article 218 de la Constitution sur le processus de révision de la Constitution, on disait qu'un projet ou une initiative constitutionnelle pouvait être connu par les 3/5 du Congrès ou envoyé au référendum. Mais qui pourrait décider du référendum? Ça, on ne le savait pas. Donc, on a copié, on s'est inspiré de l'article 89 de la Constitution française qui permet au chef de l'État de convoquer le référendum. Par rapport à la Constitution de 2011, on doit dire que c'est une nouvelle ou on a juste retouché la Constitution de 2006? On revient toujours dans la numérologie constitutionnelle. En fait, la révision intervenue reste dans l'ordre constitutionnel de la Troisième République. Ça veut dire qu'on ne peut compter un autre ordre que lorsqu'on a changé pratiquement les dispositions matricielles d'une constitution. Ça veut dire soit il y a eu un changement de la Constitution, soit il y a eu une fraude à la Constitution, soit il y a eu... Qu'est-ce qui était le cas pour 2011? Non, ça, je suis en théorie, parce que je suis également chercheur. Soit il y a eu une retouche des dispositions intangibles. Et c'est en ce moment-là qu'on passe de la liquidation d'une énième république à une autre. Mais ce qui est intervenu ici, c'est en 2011, c'est l'œuvre du constituant dérivé. Ça veut dire que on est entré dans une procédure. La matrice de 2006 reste d'une retouche de certaines dispositions, sans changer la quintessence fondamentale ou ontologique de la J'aimerais que vous puissiez constituant. répondre à cette question. Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas d'ailleurs. Beaucoup se posent qui nous suivent à travers cette émission. Combien de fois est-il permis à un pays démocratique comme le nôtre d'ailleurs de réviser la Constitution? Est-ce que c'est prévu? On peut réviser la Constitution autant de fois qu'on voudra. Autant de fois. Là, je donne un avis plutôt technique. Vous regardez en France, là, il y a eu les attentats du 13 novembre et on veut réviser la Constitution pour y insérer le principe de l'état d'urgence. L'état d'urgence en France est régi par une loi de 1950. Et c'est vrai, c'est au niveau législatif, mais il n'est pas organisé. Et l'effort est en train d'être fait de réviser la Constitution française pour y annexer le principe de l'état d'urgence qui, lui, figure dans notre Constitution. Vous avez, jusqu'en 2008 en tout cas dans ma comptabilité, 12 initiatives de révision constitutionnelle abouties en France, ayant introduit les quinquennats au lieu du septennat, ayant introduit, ayant reçu les principes du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, ayant changé l'ordre, les calendriers des sessions, une révision ayant changé et également, comment on dit, plusieurs autres choses. Je fais du droit comparé français où je fais ma thèse de doctorat, mais on peut réviser une constitution. Le principe est lequel? Le principe est qu'on ne peut pas lier ad vitam aeternam une génération. En 2005, les votants du référendum du 18-19 décembre 2005 ne sont plus les mêmes. Et les forces sociales, la philosophie même qui constitue les sources matérielles de la Constitution ont évolué et les acteurs ne sont plus les mêmes. On a par exemple la question de la décentralisation. On a été obligé de dire, voilà, le constituant avait une ambition plus poussée d'avoir une décentralisation, découpage territorial dans les 3 ans de l'institution de la dernière institution qui était le Sénat, mais on doit faire en sorte de déconstitutionnaliser cette matière. Donc il est possible, et même en France on parle maintenant d'une idée de 6e République, il est possible d'avoir une écriture plus sobre, plus calme, pour pouvoir entrevoir la modernité dans nos dispositions beaucoup constitutionnelles. Oui, beaucoup se sont prononcés au sujet de cette constitution de 2011. On va dire la toute dernière. L'opposition a donné son point de vue, la majorité présidentielle également. Alors vous êtes technicien. Certaines personnes disent que c'est une constitution marquée, jalonnée par des irrégularités, il faut la revoir. D'autres pensent que c'est une constitution complète en elle-même, il faudrait la garder. Alors, vous, techniciens, quel regard jetez-vous sur cette constitution? Complète? Assez complète? Bon, tout dépend de l'idée
du pouvoir tel que une génération, une majorité ou un peuple se fait. Parce que la Constitution organise deux choses. La Constitution organise les libertés fondamentales, et ça vient de la Révolution française, où on a d'abord voulu faire une déclaration des libertés fondamentales du XVIIIe siècle, qui est toujours annexée à la Constitution française. Et puis, l'autre chose, c'est l'organisation du pouvoir politique. Alors, si les peuples aspirent à plus de liberté et que l'idéal politique évolue, on peut penser à un changement de constitution. Là, je parle en technicien et c'est vérifiable. Et donc, c'est ça, justement, les leitmotivs. Mais je ne prends pas une position pour dire qu'il faudrait aller dans un sens ou il faudrait aller dans un autre. Maintenant, vous remarquez l'attitude puriste au début de la Synco qui disait il faut réviser, et vous avez une attitude plutôt prudente pour dire on doit garder cet ordre constitutionnel. Donc cela dépend de l'idéal qui peut être conjoncturel, qui peut être prospectif ou qui peut être simplement intéressé. On doit finir cette émission. Je voudrais plutôt, en une seconde, vous dire, c'est par rapport à la réalité politique en République démocratique du Congo. Doit-on garder la Constitution de 2011 ou la changer? Par rapport, parce que vous êtes également politique, vous avez fréquenté beaucoup de politiciens, vous êtes technicien. Alors, par rapport à cette réalité, pour finir, en une seconde, doit-on la garder, cette Constitution, ou la changer? Il faut d'abord avoir un compromis politique global, comme il y a eu à l'époque les négociations politiques intercongolaises de Sun City, comme il y a eu à l'époque l'indépendance du pays avec l'Oulouabour. Il faut qu'il y ait une circonstance, un phénomène social majeur. Comme le dialogue, par exemple, qui peut influer sur le changement de la Constitution. Je théorise, il faut qu'il y ait une circonstance politique majeure qui entraîne un compromis politique global et fondamental, de sorte que tout le monde puisse se dire que voici, nous pouvons consulter le peuple ou instruire les institutions, les constituants dérivés, de pouvoir changer les choses. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était donc cette émission pour vous. Vous avez compris la petite histoire, également l'évolution de la Constitution en République démocratique du Congo, mais aussi la grande question, faudrait-il, oui, la garder, la changer, la Constitution, son passé et son avenir. Nous avons répondu à cette question. Merci. La suite, ce sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.